Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45, chaque 4e samedi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la connaissance est de plus en plus partagée et où nos apprentissages quotidiens consistent avant tout à savoir où trouver la bonne information et une information qui soit de qualité. Néanmoins, lorsque vous êtes en train d'écrire un livre, un blog, de préparer une présentation, de potasser un cours ou tout simplement d'essayer de vous concentrer, vous vous apercevrez que l'exercice de la mémoire est toujours quelque chose de très important. D'autant que, quand vous êtes en présentation, quand vous êtes en entretien, le stress est un facteur qui va jouer contre votre mémoire. Donc, mon invité d'aujourd'hui est professeur de mémoire et de méthodologie, c'est-à-dire que son métier consiste à apprendre à ses élèves de tous âges à apprendre. Elle a publié un livre aux éditions Jean-Claude Lattès et ce livre a pour titre « Éloge de la passoire ». Anne de Pomereux, bonjour. Bonjour. Merci de venir avec nous aujourd'hui et de nous expliquer comment, quand on est dans un poste, quand on est en transition professionnelle, quand on prépare une présentation ou tout simplement quand on prépare un rendez-vous important, comment est-ce qu'on peut travailler sa mémoire. Donc vous faites ça depuis plusieurs années. J'aimerais peut-être commencer avec vous à balayer quelques idées reçues. Il y a plein de choses qu'on entend sur la mémoire et dont vous dites dans votre livre qu'elles ne sont pas toutes vraies. Notamment, vous dites que le cerveau est plastique. Et moi j'avais toujours entendu qu'à partir de 25 ans, nos neurones se détruisaient et qu'on n'avait plus qu'à imaginer la fin la moins dramatique possible. Oui, alors ça c'est, en fait, la science a pas mal avancé, les neurosciences ont bien travaillé depuis une vingtaine d'années et il y a eu des découvertes vraiment intéressantes, notamment celle-là, que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il est capable de se régénérer et de fabriquer des nouveaux neurones, ce qu'on ne pensait pas du tout être possible. On pensait qu'on avait un stock et que ce stock diminuait tranquillement jusqu'à n'avoir plus que 2 neurones et à ce moment-là, on meurt. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que le cerveau est un chantier permanent et le stock de neurones se renouvelle, pas partout, pas si on ne fait rien. Bien sûr. Voilà, il y a des conditions pour que ce renouvellement se produise. Et là, je renvoie à un neuroscientifique qui s'est un peu spécialisé là-dedans, qui s'appelle le professeur Liedo, qui travaille à l'Institut Pasteur, et qui parle même de ce terme de fontaine de jouvence. Donc, ça, j'aime bien l'analogie. Ça donne envie. Voilà. Ça donne envie. Alors, malheureusement, il y a des conditions pour que ça fonctionne. Bien sûr. Et on va en développer. On va en développer. La deuxième chose dont vous parlez beaucoup, c'est qu'il faut réhabiliter l'oubli et ne pas considérer l'oubli comme quelque chose de négatif. Alors là, oui. Et je suis un peu une défenseuse de l'oubli. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai appelé mon livre « Éloge de la passoire ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'oubli est non seulement... C'est pas que le revers de la mémoire. Je dirais même que c'est une fonction majeure de la mémoire, presque une fonction noble de la mémoire. Il ne faut pas le redouter. Il faut l'apprivoiser, en fait. Vous le considérez presque comme une condition d'accès à la mémoire aussi ? Oui, et puis c'est ce qui fait qu'on peut vivre agréablement quand même, en oubliant les trucs négatifs, par exemple. Vous avez tout à fait raison, en développement personnel, c'est plus qu'important. Oui, quand on est en forme, qu'est-ce qui se passe ? On oublie ce qui nous fait de la peine ou nous rend triste et on ressasse ce qui nous a rendus joyeux. Et quand on est dépressif, c'est le contraire qui arrive. Et c'est pour ça que la dépression entraîne un oubli des choses positives et un ressassement des choses négatives. Donc vous dites, la mémoire, ça se travaille à tout âge, et ça peut s'améliorer à tout âge. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on ne peut pas changer forcément le capital mémoire qu'on a au départ, mais par contre qu'on peut savoir comment l'utiliser. J'ai adoré cette phrase. Alors en fait, la mémoire est distribuée comme une faculté
comme la couleur des yeux et puis la corpulence, etc., il y a une part d'inné dans la mémoire. Et on s'en souvient très bien à l'école, quand on était petit. Il y a des gens qui me rendaient malade. Il ne faut pas trop regarder ses voisins, mais quand on les regarde, effectivement, il y a ceux qui bossent beaucoup, qui ne retiennent pas grand-chose, et puis ceux qui ont donnent l'impression de pas du tout travailler et qui retiennent en une fois que ça. Donc en fait, la bonne question à se poser, c'est pas tellement jalouser les autres, parce que ça nous rend malheureux et ça va pas changer notre configuration, mais c'est de savoir ce qu'on fait bien sans effort, ou avec le minimum d'effort. Et donc, du coup, on va aller creuser ce sillon-là pour le développer. Et ça va être un peu... Voilà, moi, je sais, par exemple, je suis assez bonne pour retenir les événements de ma vie, les dates, les chiffres, le principal. Voilà. Je suis très mauvaise pour retenir les noms et visages, très mauvaise pour les paroles des chansons, vous voyez. Quand vous écoutez une chanson, j'ai une fille, et 2 écoutes, elle retient la chanson. Moi, 10 écoutes, je ne la retiens pas. Voilà. Mais vous dites que de toute façon, on peut travailler dans tous les types de mémoire et devenir meilleur. Alors, je sais que maintenant, si je veux me souvenir des paroles d'une chanson, je sais qu'il va falloir que je bosse plus que ma fille. Et avec une certaine technique. Et avec une méthode. Et ça marche. Simplement, ça va demander un investissement. Est-ce que je suis prête à donner cet investissement ? Un investissement en quoi ? En attention, en temps et en méthode. Vous dites qu'il y a des concours, alors je ne connaissais pas, mais j'ai été stupéfaite. À quoi les gens... Vous dites qu'il y a des concours mondiaux de mémoire. Les gens apprennent quoi et qu'est-ce qu'ils arrivent à faire pendant combien de temps ? J'étais stupéfaite d'apprendre ça. Vous ne connaissez pas, ouais. En détail, non. Non, ça fait depuis à peu près l'an 2000 que ces championnats de mémoire se jouent à peu près dans tous les pays maintenant. Il y en a en France aussi. Et donc, alors, l'idée, c'est qui retiendra le plus de choses dans le moins de temps possible. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples, juste pour nous mettre en appétit ? Je ne sais pas, moi, 200 mots, une liste de 200 mots en 10 minutes. Ou, alors, il y a le champion, par exemple, des jeux de cartes. Il a réussi à retenir l'ordre des cartes de 36 jeux de cartes et en 1 heure. Enfin, il a travaillé 1 heure. Et au bout d'1 heure, il connaissait l'ordre de 36 jeux de cartes, de 52 cartes. Donc ça fait beaucoup de cartes. Ou alors 4500 nombres binaires. Ou alors, 200 noms et visages avec des petites photos d'identité. Ou voilà. Donc ça, c'est les championnats de mémoire. Il y a quelque chose en fait, je trouve à la fois assez prodigieux, c'est-à-dire qu'une mémoire humaine normale, c'est pas du tout impossible en appliquant une bonne méthode de retenir ce genre de choses. Bien sûr. Donc c'est faisable. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Les champions de mémoire, en fait, ils s'entraînent. Bien sûr. C'est comme si vous alliez courir le marathon. Il faut s'entraîner. C'est tous les matins, tous les jours, de façon répétée. Tous les jours, et puis 2 mois avant, beaucoup d'heures par jour, tous les jours. Ce que vous dites sur le fonctionnement de la mémoire, c'est qu'il y a 3 phases, et les 3 phases se travaillent. Il y a d'abord un encodage, et il y a ensuite un stockage, court et long terme, et ensuite il y a de la récupération. Et vous dites pour augmenter votre mémoire, en fait, il y a plusieurs règles. Et j'ai adoré les règles j'ai noté associative, sensible aux émotions. Et puis, après, je vous laisse continuer. Oui. Alors, en fait, il faut comprendre d'une manière, avant de démarrer la méthode, de savoir comment marche la mémoire avec le moins d'efforts possible. Qu'est-ce qu'elle fait facilement ? Et ça, c'est lié à chaque individu, c'est comme une personnalité. Non, c'est pour tout le monde. D'accord. C'est pas lié c'est une base. Quelles que soient nos capacités de mémoire, la mémoire est toujours, par exemple, associative. Compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, tout ce qui est nouveau, quand il va rentrer à l'intérieur du cerveau, enfin de nous, quoi, de notre écosystème interne, va chercher un endroit pour s'accrocher à quelque chose qu'elle sait déjà. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc il y a un système d'association. C'est ce qu'on fait spontanément. Vous allez visiter un nouveau pays que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher. Ah tiens, ça me fait penser à. Bien sûr. C'est ça qu'on fait. Donc on va chercher les points de ressemblance, qui vont faire que les choses vont s'accrocher. Donc la mémoire est associative, ça veut dire que elle va toujours chercher à rencontrer quelque chose qu'elle a déjà. D'accord. Et c'est la base de la technique. C'est-à-dire qu'on va associer ce qu'on ne sait pas à quelque ce qu'on sait déjà ou quelque chose qu'on va pouvoir retenir facilement. Et c'est ce principe d'association qui va rendre possible l'encodage de choses nouvelles.
Vous dites aussi que c'est très sensible, la mémoire est très sensible aux émotions. Ah oui, ça, c'est une grande... Enfin, c'est évident, en fait, mais il faut l'avoir vécu. Positive ou négative, d'ailleurs. Positive ou négative. C'est-à-dire que le plaisir d'apprendre est la meilleure façon d'apprendre durablement. Et la crainte, quelle que soit la raison pour laquelle on a peur, est la pire des choses. C'est-à-dire que, et ça, je le vois, moi, dans ma pratique avec des jeunes. Sur le stress de l'examen. Le stress de rater, la peur de rater, la peur d'être interrogé devant les autres, la peur de la feuille blanche, fait qu'on a appris, on a bossé, et puis on se retrouve devant l'examen, le jour d'examen, et là, on oublie tout. Et ça a été montré que ce qui se passe dans le cerveau a été vraiment visualisé. Oui. D'accord. C'est tout simple, en fait. C'est que quand on a peur, c'est l'amygdale qui se met en route. Et l'amygdale, c'est voilà, c'est je m'enfuis, il y a un danger en fait. C'est la réaction face à un danger, et donc on débranche le cortex préfrontal. Parce qu'il ne sert a priori à rien. Non, parce qu'en cas de fuite ou d'attaque, il faut mieux pas trop réfléchir. Il faut agir de façon presque automatique. Et donc l'accès aux données est coupé à cause du stress. Donc là, on cherche des moyens pour le... Oui, et des moyens, c'est de retrouver du plaisir d'apprendre, de se détacher un peu de l'objectif, en fait. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Se détacher de la note. Alors, il y a un gros travail pour arriver à faire comprendre ça. Parce que ce qui compte, c'est la manière dont j'ai travaillé avant. Et si j'ai vraiment bossé avant, etc., et que j'arrive tranquillement, sans me faire une montagne de ce qui m'attend. Du jour de l'examen lui-même, qui n'est juste qu'une répétition parmi d'autres. Exactement. Et bien du coup, je suis dans un meilleur état mental pour décrocher la note à partir du moment où je la recherche pas, en fait. C'est comme un entretien d'embauche. À partir du moment où on n'y met pas d'enjeu, quelque part, tous mes clients sont bien meilleurs quand ils disent finalement, j'étais pas sûre de vouloir y aller ou ça m'intéressait pas réellement. Et ça devient une conversation de salon. Exactement. Les jurys d'entretien, je prépare aussi pas mal les jeunes aux jurys des oraux de concours d'école de commerce, entre autres. Et un de mes ce que je leur dis beaucoup, c'est écoutez, vous aurez une bonne note si vous rentrez dans un échange comme une conversation. Sûr. Conversation de salon avec quelqu'un. Exact. Vous n'êtes pas au tribunal, ils ne sont pas là pour vous mettre en prison. Donc, plus vous allez aller chercher la relation en étant cohérent avec vous-même, bien sûr, mieux ce sera pour vous. Ce que je voudrais maintenant faire avec vous, c'est travailler sur la mémoire en pratique, avec qu'est-ce qu'on peut faire d'une façon méthodologique pour développer votre mémoire, en encodage, en attention, et puis vous avez plein de petites règles, dont une qui m'a beaucoup amusée, que vous appelez la règle des porte-manteaux. Donc Anne, je vous laisse la parole. La règle des porte-manteaux. Alors en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la caractéristique principale de la mémoire, de son fonctionnement naturel, qui est celui de l'association. Et le porte-manteau, c'est-à-dire vous avez un cours, par exemple, donc un cours, ça peut être 5 pages, 10 pages, 20 pages à apprendre. La règle du porte-manteau, c'est de choisir, sélectionner l'information qui est celle sur laquelle, qui est la principale en fait, celle sur laquelle va s'ancrer l'information supplémentaire. Donc en fait, pour apprendre un cours, inutile d'apprendre tout par cœur en rabâchant. Les jeunes savent le faire. Oui, mais ça dure pas très longtemps. Vous nous expliquez, ça dure une journée maximum. Oui, ça dure 2-3 jours et une semaine après, ils savent même plus qu'ils ont appris le cours, quoi. Bon, ça permet de passer l'examen. Ça permet d'avoir l'examen, donc c'est très bien après tout. Mais c'est pas durable, d'accord ? Pour avoir une information durable, par exemple la culture générale, je prends souvent l'exemple de la culture générale. Le porte-manteau, c'est finalement, par exemple, vous prenez l'histoire. Un bon porte-manteau, c'est une chronologie, donc des dates. Ça, c'est de l'information qu'on fait rentrer avec la méthode de façon très solide. Ça va être un peu comme les fondations d'une maison. Après, si je connais bien ma chronologie, eh bien l'information que je lirai ou que j'explorerai par association va venir s'accrocher sans effort. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts sur au départ, bien sûr. Ça, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'il faut encoder en profondeur et répéter, etc., pour que ça s'ancre bien. Une fois que c'est bien ancré, eh bien, l'information supplémentaire va venir s'ajouter. Ayant un endroit dans le cerveau pour s'accrocher, c'est une image, bien sûr, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est une analogie. Ça s'accroche tout seul. Alors, je l'ai expérimenté sur moi-même.
J'adorais l'histoire et je retenais rien du tout parce que j'avais pas de porte-manteau. Voilà. Vous n'aviez pas de départ. J'avais pas de point d'accroche. C'est-à-dire que j'avais beau lire des bouquins, lire des articles, regarder Stéphane Bern, n'importe quoi. J'ai passé toujours un bon moment, mais après j'oubliais aussitôt parce que je n'avais rien pour raccrocher l'information. Donc je me dis, est-ce que les choses vont changer si j'apprends une chronologie par cœur? Donc j'ai appris la chronologie. Et ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, quand je lis un article où je creuse un peu un sujet, les choses s'accrochent toutes seules. C'est quand même génial, quoi. Bien sûr. Donc, vous parlez avant tout, la première chose, c'est l'encodage et l'image mentale. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est tout simple, en fait. C'est la même chose. La mémoire va faire facilement ce qu'elle fait, ce qui pour elle est simple, en fait. Et l'image, on se souvient peu des choses abstraites. Bien sûr. Et on se souvient bien des choses qu'on voit. Donc on est capable de transformer en quelque chose qu'on voit. Donc l'encodage, ça va consister à transformer ce que je veux apprendre en une image mentale, donc que je vais fabriquer. Et plus l'image sera loufoque et loin de la réalité, plus forte elle sera. Et ça va me permettre, en fait, ce serait un peu mon hameçon pour récupérer le poisson. Vous pouvez nous donner un exemple? J'avais adoré ceux de votre livre. Par exemple, j'en ai plein d'exemples. Vous avez plein d'exemples très loufoques. Bon, justement, si on veut, si on a envie de connaître un peu mieux le vin et qu'on veut apprendre des cépages rouges, alors si on n'est pas très versé dans le vin, c'est compliqué parce que c'est assez abstrait les noms des cépages. Et là, par exemple, pour vous souvenir des principaux cépages rouges, vous pouvez vous raconter une petite histoire. Vous voyez Monsieur Pinault, tout habillé en noir, en train de faire ses gammes de piano, et puis à côté de lui, il y a Sarah Bernard qui s'installe à une table, et on lui sert, une grenade à la moutarde verte. Voilà, simple. Ça, c'est une petite histoire. Et du coup, les noms qui viennent... Très imagés, bien sûr. Très facile à retenir et très rigolote. Bien sûr. Et ce qui va me servir à encoder, donc, des noms de cépages. Alors, Pinot Noir, c'est l'image qui va me servir à encoder le Pinot Noir. Bien sûr. C'est facile. Monsieur Pinot est bien en noir. Il fait ses gammes, ça va être le Gamay. Bien sûr. Jusque-là, j'avais réussi à vous suivre. Sarah Bernard, c'est la Syrah, un cépage du Sud. La grenade, c'est Grenache. D'accord. On peut avoir. Donc, on peut jouer sur des associations de mots. Des associations de mots. Et des associations de sonorités aussi. L'association peut être assez lointaine par rapport aux mots qu'on veut retenir. Mais ça, le cerveau fait très bien le lien entre ce qu'on lui donne comme hameçon et ce que vous allez retenir, à condition de répéter un petit peu. Et puis, moutarde verte, c'est mourvèdre, un mot impossible à retenir si on n'a pas une image. Je comprends tout à fait. Donc, vous disiez qu'il faut accepter de quitter l'écrit. Et plus on est adulte, plus c'est difficile. Oui. Et puis, il faut surtout le renforcer avec les 5 sens. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces 5 sens pour encoder? Justement, en fait, les deux pièges, c'est de vouloir, si vous avez des choses à retenir, essayer de garder les mots sur la liste ou les mots sur la feuille. Et de retrouver les mots sur la feuille, parce que ça reste abstrait. Donc, il faut accepter de rendre vivant, en fait, par l'imagination. C'est pour ça que l'imagination est importante, et que les champions de mémoire, c'est pas ceux qui sont les plus combatifs, c'est ceux qui ont le plus d'imagination, en général. Ce sont les plus rêveurs. Voilà, ils arrivent à tordre la réalité pour la rendre imagée. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et les 5 sens. Ah oui, en fait, pour faire des images qui sont fortes, il faut ajouter de la perception. Donc, vous pouvez voir, mais vous pouvez rajouter du son, vous pouvez rajouter du mouvement, vous pouvez rajouter du toucher. Et ça va renforcer, en fait. Et des odeurs. Vous disiez que l'odeur est quelque chose de fantastique. Ouais. Et du coup, votre image va être plus forte. C'est tout simple. La deuxième chose que vous disiez aussi, c'est que l'attention est la porte d'entrée de la mémoire. Donc, comment est-ce qu'on renforce son attention et quels sont les petits trucs qu'on peut donner à nos auditeurs, là, pour maintenant, tout de suite? Alors, c'est un vaste sujet. Et je pense que l'attention était vraiment menacée au XXIe siècle. Et plus on est dans une ère numérique, avec énormément de sollicitations tout le temps, etc., plus notre attention est abîmée. Enfin, notre capacité d'attention, de rester sur un seul sujet pendant un temps donné, ça devient de plus en plus difficile. Ne serait-ce que lire un article ou lire un livre, aujourd'hui, ça peut devenir vraiment un problème. Donc, la capacité d'attention, elle se travaille aussi. Et bon, il y a évidemment plein de choses à faire. Il faut déjà accepter la déconnexion. Ouais. Conscientiser le fait qu'on est sans arrêt sollicité, déjà. Conscientiser ça et puis être lucide sur notre usage réel et non pas imaginaire de notre consommation, par exemple, d'écran ou de distraction permanente. Et ça, il y a des mouchards maintenant sur les... Oui, tout à fait. Le temps d'écran sur Apple. Etc. Oui.
Et moi, j'ai l'impression d'être tout à fait déconnectée. Je passe quand même 2 heures dessus. Donc, vous voyez... oui, je comprends. C'est vraiment horrible, quoi. Et alors, donc, il y a ça. Et puis, une fois qu'on arrive à trouver ce temps d'attention, eh bien, comprendre quelles sont les forces qui bousculent l'attention pour essayer de la restabiliser quand des distractions arrivent, sans se fouetter pour autant et sans être dans une culpabilité majeure. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple ? Comme exemple, mais par exemple, alors il y a une chose très simple, c'est vous voulez lire de façon attentive un livre et vous vous rendez compte que votre esprit s'en va. Oui. Alors souvent, les yeux passent sur les lignes et puis à la fin de la page, on revient au début du paragraphe. Si on nous ne sait intéressait. plus ce qu'on a lu. Donc ça, c'est qu'il y a eu des distractions plutôt internes là, qui ont empêché notre esprit d'être avec ce qu'on fait. Alors, une chose toute simple, c'est pour lire, c'est prendre un marque-page ou un crayon et que les yeux suivent le marque-page ou le crayon au fur et à mesure où vous descendez. Parce que dans ce cas-là, on mémorise en même temps ? Oui, c'est pas qu'on mémorise, c'est que la perception principale, c'est le regard, là, c'est les yeux, ça passe par les yeux, la lecture. Et donc, la perception principale va être aidée par une espèce de béquille, de focalisation meilleure sur les mots. Et puis ensuite, toujours être dans le questionnement. C'est-à-dire, bon, là, je vais lire cet article. De quoi ça va parler ? Avant de le lire, essayez de savoir déjà de quoi ça va parler. Vous appelez ça la règle des QQ Le QQ au QCP. Exactement, excusez-moi, c'était un peu compliqué. Le QQ au QCP, c'est les questions qu'on peut se poser quand on a lu un article. Voilà, on fait une pause tout de suite après. On dit, j'ai envie de m'en souvenir et pour ça, il faut que je sois active. Donc il faut que je détermine à qui ça servait. Voilà. C'était quoi le sujet, à qui il s'adressait, quel est comment a acheminé la pensée du journaliste dans cet article, quels sont les 3 points que je retiens, etc. Là, je suis active. Et du coup, il y a de fortes chances pour que je retienne mieux, surtout si ensuite je transmets ce que j'ai appris. Donc là, on devient doublement actif. Exactement. Plus on est actif, plus on est en attention. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais terminer, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui m'a toujours fait rêver, qu'on appelle le palais de la mémoire. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette technique de mémorisation ? Alors cette technique date pour l'Occident des Grecs anciens, donc 2500 ans avant Jésus-Christ, et c'était à une époque où l'écrit était vraiment pas très développé, avait été très cher, et donc on retenait essentiellement par mémoire. Et donc la technique de mémorisation permettait de pouvoir retenir beaucoup d'informations durablement. Et cette technique consiste à transformer l'information qu'on veut retenir en image mentale. Bien sûr, ce dont on a parlé précédemment. Et ensuite, il se trouve qu'on peut avoir des dizaines et des centaines d'images mentales. Il ne faudrait pas les laisser flotter. Oui, parce que du coup, on a un stock d'autres choses dont on peut ne pas se souvenir non plus. Et pour pouvoir retrouver les bonnes images qui nous rappellent les choses, c'est un simple rangement des images. Et on va les ranger dans des endroits où on va être sûr de les retrouver. Et la mémoire se souvient particulièrement facilement des lieux dans lesquels on habite. Donc, il n'y a plus qu'à ranger les images dans l'ordre de circulation, en fait, de notre trajet, pour pouvoir ensuite, il suffit de parcourir mentalement le palais de la mémoire pour retrouver les images. C'est très simple, en fait. Sauf qu'on a oublié un peu comment ça marchait, parce qu'aujourd'hui, on a des mémoires externes qui font le boulot pour nous. C'est un mot que je trouve absolument magique et dont tous les étudiants parlent au moment du bac, notamment, le palais de la mémoire. Oui. Mais alors ça demande un petit peu d'entraînement pour comprendre comment ça marche et ensuite l'appliquer à des choses de tous les jours. Et puis ensuite, on peut l'utiliser vraiment pour apprendre des choses qui sont plus consistantes ou plus intéressantes pour les études. Alors moi, j'ai fait par exemple un palais de la mémoire et j'ai mis les rois de France et les présidents. Ils sont dans un palais et donc pour me souvenir, il suffit que j'aille reparcourir ce palais de la mémoire et je les retrouve. On peut avoir jusqu'à combien de palais ? Plein. On avait une 50aine facilement. Mais tous les lieux où on habitait petits, les lieux de vacances. On peut les utiliser comme des lieux de stockage. Ouais. Votre bureau ici, le trajet de chez vous à votre bureau, l'intérieur du bureau, etc. Donc il y en a plein des palais de la mémoire. Et en conclusion, donc vous dites plus on utilise sa mémoire, plus on devient meilleur en mémorisation d'à peu près quoi que ce soit. Oui. Et plus la technique est travaillée, plus la technique nous assure qu'on saura retrouver sur n'importe quel type de sujet. Oui, bien sûr. Alors plus on l'utilise, plus on accepte de s'appuyer sur notre mémoire naturelle, enfin ou en tout cas notre capacité de mémoire, mieux elle vous rendra service.
moins on lui fait confiance, moins elle vous rendra service. Et plus on rajoutera un stress le jour où on l'utilise, j'imagine. Exactement. Donc c'est vraiment, elle ne s'use que si on s'en sert pas. Anne de Pomereux, je vous remercie pour ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.